Bonjour à tous, on va parler de nationalisme. Alors le nationalisme c'est quoi? C'est l'idée de nation. Isme ça renvoie à idée. Du coup c'est quoi l'idée de nation? Et c'est quoi une nation? Une nation est un groupe de personnes partageant un sentiment d'appartenance politique commun. Comme toutes les définitions en sciences politiques, c'est extrêmement abstrait. Mais les éléments importants à retenir c'est sentiment d'appartenance politique. Qu'est-ce qui fonde ce sentiment d'appartenance? Ça peut être une langue, une histoire, une culture, un espace géographique. Ça peut être des éléments plus spirituels et idéologiques comme une religion. Globalement, c'est des éléments qu'on retient, surtout que le concept de culture est très large. Une nation a nécessairement une finalité politique, ce qui distingue une nation d'un peuple. Déjà parce que le mot peuple a plusieurs définitions en fonction du contexte employé, mais si on prend le mot peuple comme un groupe de gens partageant une culture et une filiation commune, il n'y a pas forcément de finalité politique derrière. Par exemple, le peuple allemand existe depuis le Moyen-Âge, mais il n'y a pas de nation allemande avant le 19e siècle. C'est pareil pour les Irlandais ou les Polonais. Ce qui nous amène à la première étape de l'idée de nation, c'est justement faire en sorte qu'un peuple devienne une nation. On va se concentrer sur le 19e siècle, parce qu'avant le 19e siècle, la technologie, les moyens de communication et l'alphabétisme rendent très difficile l'émergence d'un sentiment nationaliste. Alors il y avait bien des philosophes comme Aristote qui disaient que les Grecs devaient s'unir et former une nation, mais on est limité à des vieux pieux d'intellectuels. Le sentiment d'appartenance à une nation peut apparaître de deux manières. Soit de manière spontanée, soit de manière délibérée. La manière spontanée, c'est par exemple les Irlandais, qui ont été conquis par les Anglais, et les Anglais leur disent « Nous Anglais, vous Irlandais ». La conscience nationale irlandaise est née de l'occupation anglaise. Avant la conquête anglaise, le sentiment d'appartenance était clanique. Les noms comme O'Donnell, c'est un nom de clan, et c'est là que se situait votre sentiment d'appartenance. Dans une moindre mesure, l'occupation de l'Allemagne par les Français, durant les guerres napoléoniennes, réveille aussi une conscience nationale chez les Allemands. Maintenant, la création d'une conscience nationale de manière délibérée. La manière délibérée consiste à faire de la propagande sur le peuple cible pour créer en lui un sentiment d'appartenance nationale. En quoi consiste cette propagande? Créer une langue nationale, l'enseigner au peuple, faire disparaître les dialectes régionaux, créer un narratif historique commun, ce qu'on appelle un roman national, promouvoir une culture commune. Comme j'ai dit, le mot culture est très large, mais par exemple, c'est faire la promotion d'un auteur à succès qui était à l'origine de bases linguistiques. Cervantes en Espagne, Dante en Italie, Molière en France, Shakespeare en Angleterre. L'utilisation d'une désignation géographique comme identité, par exemple Italie, France, Allemagne. La France est le stéréotype d'une conscience nationale créée par un appareil d'État. Pour l'Italie et l'Allemagne, c'est plus le produit d'intellectuels et de clubs politiques. Mais une fois que l'État-nation est établi, c'est principalement l'appareil d'État qui va entretenir le sentiment d'appartenance à la nation. Ernst Renan disait que la nation est un plébiscite de tous les jours. Si les gens cessent d'y croire, la nation cesse d'exister. La deuxième étape du nationalisme est logiquement la création d'un État-nation. Mais avant de continuer, il y a une question qui se pose. Pourquoi le nationalisme prend son essor au XIXe siècle? La raison est principalement économique. Le fait d'avoir des provinces ou des micro-États qui ont leurs propres lois, le fait d'avoir des frontières internes et des péages régionaux, des unités de mesure différentes d'une région à l'autre, toutes ces choses sont des obstacles au commerce et à l'industrie. Le progrès technologique des moyens de production, des moyens de communication et des moyens de transport crée une pression politique. D'ailleurs, les mêmes éléments économiques qui ont porté le nationalisme au XIXe siècle sont les mêmes qui poussent le mondialisme aujourd'hui. C'est pourquoi les libéraux étaient nationalistes au XIXe siècle et pourquoi ils sont mondialistes aujourd'hui. En tout cas, dans la catégorie des grands patrons. Pour un patron de PME, c'est pas forcément la même histoire. Il y a une autre raison, c'est des raisons militaires. Avoir une armée standardisée où tout le monde parle la même langue est beaucoup plus cohésive et efficace. Ce n'est pas pour rien que les Romains et les Grecs ont vaincu les Perses et les Carthaginois. Mais si on veut prendre un exemple plus récent, il suffit de regarder les performances des armées austro-hongroises pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats de l'Empire sont assez peu motivés à se battre pour un État auquel ils n'ont pas vraiment d'allégeance, contrairement aux Français et aux Allemands.
Ensuite, c'est compliqué de gérer des armées où il existe 12 langues différentes. Vous avez besoin de traduire tous les ordres, vous avez besoin d'officiers bilingues, voire trilingues, puisque l'allemand n'était pas la seule langue officielle. En plus de réaffecter des soldats et des officiers est limité par des barrières linguistiques. Mais revenons à la deuxième étape. La création d'un État-nation. L'État-nation se crée soit par une unification culturelle et linguistique entreprise par l'État, comme le cas de la France, par l'unification d'États indépendants appartenant à la même sphère linguistique et culturelle, comme le cas de l'Italie et de l'Allemagne, soit par sécession d'un autre État, comme le cas de l'Irlande ou de la Pologne. Une fois l'État-nation créé, en quoi va constituer la politique nationaliste? Tout ce qui peut renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance à la nation. Comme mentionné, la nation est un plébiscite de tous les jours. Un exemple de projet nationaliste raté, c'est la Yougoslavie. Les Serbes étaient suffisamment unis par la langue, la culture et la religion pour créer un sentiment d'appartenance à une nation, surtout dans un contexte d'occupation par les Ottomans. Mais le projet de créer un État-nation pour l'ensemble des Slaves du Sud a échoué, car les différences linguistiques, culturelles, historiques et religieuses n'ont pas suffisamment été effacées et remplacées par une identité commune. Ceux qui connaissent l'histoire de la Yougoslavie vont me dire que l'éclatement de la Yougoslavie est dû à des circonstances politiques et des influences extérieures. Mais ces circonstances et ces influences sont rendues possibles par des divisions préexistantes. Une autre politique nationaliste est de récupérer des territoires habités par des nationaux, mais détenus par des États tiers. Ça a été le cas de l'Italie et de l'Allemagne, de la Pologne, des pays des Balkans vis-à-vis de l'Autriche et de la Turquie. Globalement, une politique nationaliste est une politique qui vise à servir les intérêts de la nation. Ce que constitue l'intérêt national est assez large. Mais je vais lister quelques exemples de politique générale. Comme on l'a vu, garantir la stabilité et l'unité de la nation. Donc mener des politiques pour que le pays soit le plus homogène linguistiquement, culturellement et ethniquement. Avoir une armée puissante, garantir la sécurité intérieure. Un système éducatif de qualité, il faut des gens formés pour développer une industrie avancée. Une politique favorisant les intérêts économiques nationaux. Une politique nationaliste est généralement interventionniste, donc opposé au laisser-faire et au libre-échange. Promouvoir une autosuffisance alimentaire, énergétique et industrielle. Garantir une bonne santé publique. Les gens en bonne santé sont plus productifs que les gens malades. Maintenir une stabilité démographique. Comme vous pouvez le deviner, avoir une population vieillissante qui diminue, ce n'est pas bon pour la puissance de la nation, mais la surpopulation est aussi un problème. Entretenir des bonnes relations diplomatiques avec les pays qui sont des partenaires stratégiques et économiques. Voilà, vous allez me dire, à première vue, c'est très consensuel comme politique. Oui, sauf que ce n'est pas très électoralement porteur. Parce que ce que les gens y veulent, c'est moins d'impôts et plus d'aide de l'État. Ce qui fait que la politique est très clientéliste. Ensuite, un exemple, la majorité des semi-conducteurs sont fabriqués à Taïwan. S'il y a une guerre entre la Chine et Taïwan, le commerce des semi-conducteurs s'effondre. On ne peut plus produire d'ordinateurs ni de téléphones. Est-ce que les gens sont d'accord de couper dans les budgets des retraites ou du social pour débloquer des fonds afin de construire des usines de semi-conducteurs? Un autre exemple, si on augmente le temps de travail, on augmente la productivité et on rend le pays plus compétitif économiquement. Est-ce que les gens ont envie de travailler plus? Pas tellement. Mener une politique dans l'intérêt national est souvent une politique contraire aux intérêts particuliers ou intérêts individuels. Avant de terminer la vidéo, puisque j'ai parlé du mondialisme et du roman national, on va parler un peu des universitaires, des constructivistes et des mondialistes. On a toute une flopée d'universitaires semi-habiles qui pensent avoir découvert le fil à couper le beurre parce que la nation est une construction sociale. Et puisque c'est une construction sociale, il faudrait la déconstruire. Alors si on déconstruit le sentiment d'appartenance à la nation, on revient à des sentiments d'appartenance régionaux, claniques et raciaux. La nature a horreur du vide, faut bien être conscient de ça. Ces velléités des constructivistes sont souvent motivées par idéologie marxiste. Alors tous les communistes ne sont pas antinationalistes. Le parti communiste de Maurice Thorez était assez nationaliste. Mais beaucoup de marxistes voient une contradiction entre la conscience nationale et la conscience de classe. Parce que les prolétaires sacrifient des intérêts de classe au profit de l'intérêt national, alors que la bourgeoisie n'en fait pas forcément autant. Et parce que ça entrave l'émergence d'un mouvement prolétaire international pour contrer le fait que la bourgeoisie met en concurrence les prolétaires des différents pays les uns contre les autres. Maintenant pour les mondialistes.
ces milieux économiques qui veulent que la Terre soit un grand marché unifié. Le genre de gens qu'on retrouve au Forum économique de Davos, par exemple. J'ajoute les européistes parce qu'ils souffrent du même problème. C'est des gens qui se basent sur le Zollverein. Le Zollverein, c'est une union douanière qui a posé les bases d'une union économique puis politique de l'Allemagne. Ces gens croient qu'on peut transférer l'exemple du Zollverein à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Parce que dans leur logique, une union douanière amène à une union économique, et l'union économique amène à une union politique. Mais c'est totalement ignorer le travail d'unification culturelle et linguistique qui a été fait en parallèle. C'est aussi oublier le fait que la Prusse s'est imposée militairement. Et c'est encore ignorer les disparités économiques, les différences culturelles et ethniques au niveau européen et encore plus au niveau mondial. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur le nationalisme, et je ferai peut-être bientôt une vidéo sur le Zollverein et l'Union européenne.